vous plaît, dire votre numéro d'équipe? C'était B106. Après, donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Et puis, je vais faire ça. 30 secondes aussi. Puis, pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec mes doigts. Une période de 5 minutes de chronométrie suivra pour une période de questions. J'annoncerai à la fin de celle-ci si vous êtes en train de répondre. Puis c'est terminé, je vais vous laisser finir. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Et s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo, devant le tableau. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Donc, j'inviterai au jeu de se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Chloé Bocco-Bourassa, je suis CPA auditrice et je travaille en contrôle qualité dans les normes comptables au vérificateur général du Québec. Bonjour, Émilie Parker, je suis également CPA auditrice et je suis conseillère développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, Simon Gémina, je suis planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Edith Charbonneau, je travaille en service conseil pour service fiscalité et comptabilité. Bonjour, Frédéric Lafontaine, je suis directeur principal en certification chez Groupe RDL. Bonjour, c'est Michael Jolet, également chez Groupe RDL, je suis analyste en finance corporative et évaluation d'entreprise. Enchanté. C'est bon. Bonjour à tous, moi c'est Julien, expert comptable chez Groupe RDL. Voici mes deux collègues. Moi c'est Jasmin, également expert comptable chez Groupe RDL. Moi, exactement, ici, expert comptable. Et aujourd'hui, on va vous parler évidemment du cas de l'entreprise Acier Évolution. Donc, à l'ordre du jour, on va commencer rapidement par expliquer le mandat qui vous a été demandé. Ensuite, passer à voir un peu la situation actuelle de l'entreprise, ça ressemble à quoi. On va ensuite passer aux corrections comptables avec Jasmin, ainsi que l'analyse financière des ratios, les comparer au secteur, etc. On va ensuite passer au fil du sujet, les deux différents scénarios qui ont été offerts par le propriétaire de l'entreprise. Ensuite, on va passer, comme demandé, à une petite valeur de l'entreprise, savoir un peu on se situe où par rapport à ça. Ensuite, nos recommandations par rapport aux deux scénarios que j'ai parlé plus tôt. Puis on va finir avec une petite période de conclusion et de questions. Donc, notre mandat, bien évidemment, était de corriger les états financiers d'Aou, dans le fond, qu'on a fait récemment. Ensuite, de faire les analyses financières des ratios en prenant en compte justement des nouveaux états financiers. Ensuite, faire une projection financière des deux scénarios qu'on a à notre disposition. Puis on va finir justement aussi à une petite recommandation sur le mode de financement en cas que l'entreprise décide de vendre finalement. Donc, pour la situation actuelle, on a remarqué que l'entreprise a quand même très grande dépendance avec les États-Unis. 100% de leur chiffre d'affaires provient de ce pays, finalement. Donc, ce qui fait que, justement, s'il y a des problèmes comme on vit en ce moment, ça peut grandement affecter l'entreprise drastiquement. Ce qui nous amène à mon prochain point. En ce moment, on a des tensions commerciales avec les États-Unis. C'est un point assez majeur à regarder. Par contre, du bon point, on a une possibilité de croissance au Canada. On n'a aucun client présentement et qu'il y a quand même beaucoup de possibilités dans différentes provinces actuellement. Cependant, la clientèle américaine est fidèle. On les a depuis plusieurs années. Ça fait 20 ans que l'entreprise existe. Puis on a quand même des clients qui se sont habitués à nos services, dans le fond. On a aussi remarqué une décroissance des états financiers par rapport à ceux d'Aou qu'on vient de faire et ceux des deux années précédentes. Donc, je poursuis avec les corrections comptables. Donc, comme une première écriture, donc, qui est une correction du chiffre d'affaires. Donc, on avait un contrat de 2 500 000 qui avait été signé donc, pour une durée de 3 ans. Il y a 175 000 unités donc, qui avaient déjà été vendues, puis il reste 75 000 à vendre. Donc, ces 75 000 unités-là donc, qui avaient été enregistrées comme vente, donc on est venu les dépasser en produits perçus d'avance. Donc, on est venu diminuer un peu le chiffre d'affaires donc l'année 2024, pardon. Ensuite, donc, on a un ajustement du stock. Donc, on avait un stock, 75 000 donc, de stock qu'on s'est départi. On est venu diminuer donc, le stock donc, à l'actif, puis là, on a venu diminuer le stock de fin également de 75 000 Ensuite, donc, on a les écritures d'amortissement. Pour le mobilier de donc, on a
une écriture de 40 000 donc, pour la charge et 40 000 pour l'amortissement cumulé. Ensuite, pour les équipements et machinerie, donc on a 906 000 250 en charge et en amortissement cumulé. Puis on termine avec l'amortissement du matériel roulant de 150 000 en charge. Ces écritures-là donc, viennent diminuer donc, le bénéfice net, donc qui viennent créer donc, une perte, qui nous donnait également un crédit d'impôt de 294 000 donc qui était aussi avancé donc, au bilan. Ensuite, pour l'analyse financière, donc suite aux corrections comptables, donc les ratios ont été ajustés. Donc, si on se compare à la moyenne de l'industrie, donc pour le ratio de la marge brute, donc on est à 26,5 donc pour l'industrie, comparativement à l'évolution qui est à 11,56. Donc, on a un ratio donc, qui est à peu près la moitié donc, de la moyenne d'industrie, donc qui est assez faible, donc qui démontre donc, un chiffre d'affaires qui a beaucoup diminué dans les dernières années dû aux tarifs américains. La marge nette, donc on voit un peu le même phénomène se répéter là avec le phénomène de la marge brute qui est diminué, donc bien structuré avec la marge nette. Donc on est à 2,70 dans l'industrie. Donc on est venu avec une perte avec l'amortissement donc lors des corrections. Donc on est maintenant à moins 23,6 pour la marge nette. Ensuite, avec le fonds de roulement, donc on est relativement dans la moyenne de l'industrie à 1,94. Donc on a un bon actif à court terme par rapport au notre passif. Donc on est des bonnes liquidités, des bons comptes clients donc, par rapport à l'actif. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Pour ce qui est du ratio d'endettement, donc on est à fonds d'industrie, donc on est à 65 comparativement à nous, on est à 52 donc on est légèrement en dessous, donc on est moins endetté que l'industrie. Pas nouvelle, donc on continue à ce niveau-là. Super. Donc, pour le premier scénario que vous avez à faire, c'était de conserver la situation actuelle, donc de rester 100% de clientèle aux États-Unis, finalement. Par contre, comme j'ai dit tantôt, avec les tensions commerciales avec les États-Unis, les tarifs, on va prévoir une demande qui va diminuer d'environ 15% en 2026, justement, c'est à cause des tarifs. Donc, c'est à prévoir pour le chiffre d'affaires qui risque d'être affecté légèrement. Donc, les impacts de ce scénario-là, on avait établi que le chiffre d'affaires allait augmenter de 25% par année jusqu'en 2030. Donc, il demandait les prévisions financières pour les 5 prochaines années. Donc, en 2030, si on suit le 25%, on a un chiffre d'affaires de 15 258 789. Par contre, avec un chiffre d'affaires qui augmente, évidemment, les coûts de production vont également augmenter. Donc, notre coût de main-d'œuvre, qui augmente d'environ 4% par année, va être en 2030 de 1 642 480 Pour le coût de l'acier, donc nos achats, ils vont augmenter de seulement 5%, mais seulement en 2026, parce qu'ensuite, ils vont rester plus stables. Donc, on peut prévoir en 2030 des achats d'environ 3 953 250. Bien sûr, là, c'est si on reste avec les mêmes, mais si le chiffre d'affaires augmente, les achats aussi vont probablement augmenter. Sinon, les autres coûts liés à la production, pas à la production, mais les autres coûts d'exploitation, finalement, on a décidé qu'il allait augmenter de 2% par année dû à l'inflation, évidemment. Donc, tous ces coûts-là incluent tous les frais d'exploitation, sauf les frais d'administration, les frais bancaires, l'amortissement, excusez-moi, et les charges d'intérêt sur les dettes qu'on a présentement, évidemment. Ce qui nous donne, justement, si on fait un petit calcul, si on ajuste les achats, un bénéfice net en 2030 entre 1 million et 2 millions de dollars. Donc, rapidement, pour le développement durable de ce scénario, finalement. Pour le côté social, on va garder la même clientèle, donc une fidélisation plus importante, ce qui va nous permettre justement de créer un lien de confiance avec notre clientèle, ce qui est quand même très important. Sinon, pour le côté environnemental, on reste quand même aux États-Unis, on est quand même proche, ce qui peut nous permettre d'éviter certains transports plus polluants comme l'avion, par exemple, ou même les bateaux. Mais c'est ça. Fait qu'une distance quand même assez favorable pour réduire justement nos gaz à effet de serre. Donc, pour ce qui est de la deuxième situation, en fait, au lieu de garder nos clients aux États-Unis, on fait un 180, puis on se vise plus vers le Canada, notre pays. Donc, ce que ça va permettre de au moins garder notre chiffre d'affaires quand même à 5 millions encore, puis avec une augmentation de 15% à la deuxième année, de 20% à la troisième année, puis pour les 4 et 5e années, il va augmenter de 50%, qui est assez important, puis qui est assez positif pour l'entreprise, qui pourrait être une bonne décision à prendre. Puis, par exemple,
tout chiffre d'affaires qui augmente ajoute aussi des frais. Donc, ça va inclure aussi des frais parce qu'on va engager 2 représentants, donc avec un salaire de 60 000 chacun, puis une commission de 0,5% aussi qui reflète 0,5% du chiffre d'affaires. Par la suite, il y a 65% du chiffre d'affaires qui va être. C'était les coûts directs de fabrication, puis ce qui inclut la main-d'œuvre et les équipements et tout. Puis par la suite, il y avait aussi un 5% du chiffre d'affaires qui représente les coûts de transport. Donc ça vient rentrer dans le calcul. Donc, je n'ai pas fait un trop gros tableau, étant donné que c'était beaucoup de chiffres, ça pouvait être un peu trop compliqué. Donc, juste écrire le bénéfice net. Donc, au début, ça revient à 398 000. Puis, par la suite, ça augmente complètement à 3 503 249, ce qui est assez positif, ce qui est quand même très important pour ce choix-là. Donc, ce qu'on a choisi, on avait le choix de le faire avec différentes provinces. Nous autres, on a choisi l'Ontario, puis on a choisi les Maritimes aussi, étant donné qu'on avait ce choix de la Colombie-Britannique, mais étant donné que c'est trop loin, les coûts de transport étaient trop élevés. Donc, on a décidé de prendre un secteur qui est quand même assez similaire. Les Maritimes, étant donné que la Colombie-Britannique était dans le secteur naval, donc avec les Maritimes, ça revient dans le même secteur. Donc, avec l'Ontario, ce qui est assez facile, c'est qu'il y a une facilité de collaboration, étant donné que l'année passée, en 2024, il y a un contrat avec General Motors aux États-Unis. Donc, en Ontario aussi, il y a une usine de General Motors aussi. Donc, ça serait plus facile d'avoir un contrat là-bas, étant donné la même compagnie. Donc, avec les Maritimes aussi, ce qui est similaire, comme je dis tantôt, à la Colombie-Britannique, mais qui est plus proche, donc ce qui pourrait réduire les frais de transport. Puis, avec le SOCOM, comme je dis tantôt, exactement, le secteur d'activité identique à la Colombie-Britannique. Pour ce qui est du développement durable, c'est un peu pareil que comme Julien dit tantôt, pour ce qui est de l'environnemental à distance est grandement réduite aussi, donc ce qui est assez, ce qui pourrait rendre possible une réduction des gaz à effet de serre. Puis pour ce qui est du développement social, étant donné que c'est des clients canadiens, on va être capable de développer l'économie canadienne en grande partie. Super. Donc maintenant, pour la valeur de l'entreprise, on avait vu que le propriétaire pensait un prix de vente de 3,5 millions. Il a quand même visé assez juste parce que quand on calcule le bénéfice avant impôt moyen des 3 dernières années, je l'ai multiplié par 2,5, vu qu'on avait établi que c'est entre 2 et 3 fois le BAI moyen. Donc, ce qui nous donne un total de 3 231 771. Donc, si maintenant on fait une fourchette de prix qu'on a établi entre 3 300 et 3 500 000, ça revient pas mal aux prévisions de M. Steele. Donc, on a 2 options de financement. Le premier, qui est la Banque populaire. Donc, si on vend justement à 3,5 millions, comme a été suggéré, on ferait avec un taux d'intérêt de 10 par année pendant 10 ans. Ce serait quand même 9 78 099 après intérêt, si les intérêts sont composés, évidemment. Puis pour le financement interne, là, ça va être à son fils, Junior. Donc, encore une fois, à 3,5 millions. Là, il y aura un peu moins d'intérêt, évidemment, vu que le taux est à 5 sur 10 ans, ce qui donne un montant de 5 701 131 $. Je termine avec les recommandations. Donc, on vient de voir les 2 stratégies proposées. La première, donc, de rester avec nos clients des États-Unis. La deuxième, de plus se développer au Canada. Donc, ce qu'on propose, ce serait un peu de combiner en fait les deux stratégies. Donc, garder un peu le meilleur des deux. Donc, aux États-Unis, on a des super clients donc fidèles. Donc, ce serait de garder nos plus gros clients, puis progressivement laisser aller nos petits clients. Ça nous donnerait une bonne base ensuite pour se développer donc de plus en plus au Canada, donc une bonne base. Donc, au Canada, donc, on a des provinces comme l'Ontario, les Maritimes. En Ontario, donc, on a des très fortes demandes donc, avec toute l'industrie automobile, donc qui nous permet de se développer là. On a aussi dans les Maritimes, donc, ce qu'on propose, donc on a une industrie navale à se développer aussi, une très très forte demande donc, en acier.
Donc, ça nous permettrait donc, de développer donc, très fortement le chiffre d'affaires. Donc, on garde un peu le positif des deux, puis on réduit notre dépendance en fait avec les États-Unis, donc avec le président américain, donc, qui nous menace un peu l'entreprise. Donc, si on fait une petite conclusion, on vous a présenté la situation actuelle de l'entreprise. Par la suite, on vous a présenté les corrections comptables avec Jasmin. Par la suite aussi, on vous a présenté les deux situations. Puis par la suite, on vous a présenté notre choix sur ce qui était la meilleure situation. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup. Merci. 13, 45. Parfait. Pour les questions, ça part. Vous avez présenté des ratios, vous avez comparé avec l'industrie. J'aimerais vous entendre, est-ce que vous avez des conseils peut-être pour améliorer les ratios ou est-ce qu'on est moins bon? Je regarde la marge brute, la marge nette, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Là. Avez-vous des petites choses que vous pourriez recommander pour nous aider? C'est sûr qu'avec l'augmentation du chiffre d'affaires, donc on pourrait viser peut-être à réduire donc, les coûts de production. Donc, en augmentant notre chiffre d'affaires, donc on pourrait diminuer proportionnellement donc, un peu nos coûts. Sur ce niveau-là aussi. C'est ça. La solution la plus évidente, ça serait ça, de diminuer nos coûts de production. Mais c'est sûr que si notre chiffre net, notre chiffre d'affaires augmente, s'il augmente proportionnellement au coût de production, on va avoir les mêmes ratios. Même si on est capable d'augmenter le chiffre d'affaires drastiquement, mais que les coûts de production vont quand même rester stables, c'est là qu'on va pouvoir stabiliser les ratios. En se développant au Canada, on pourrait réduire donc, nos coûts. Donc, toute la logistique au Canada donc, est moins coûteuse qu'aux États-Unis. Donc, ça venait... Et en plus, il y a le taux de change aussi qui va être différent avec les États-Unis. Merci. Au mois d'août, il y a des vieilles pièces du stock qui étaient désuètes qui avaient été retrouvées dans les étagères. Est-ce que vous auriez une recommandation pour pas que ça se reproduise, pour éviter que ça se produise? Il pourrait avoir un inventaire mensuel donc, qui pourrait être fait donc, pour suivre donc, mon inventaire donc, plus fréquemment, donc éviter donc, de se retrouver à la fin de l'année et avoir une très grande quantité de stock visuel. Donc en le faisant mensuellement, donc, on pourrait voir plus rapidement donc, l'inventaire, donc les stocks qui sont visuels, donc plus rapidement donc, remédier à la situation. Vous avez fait là, des projections de bénéfices nets pour le Canada. Pour les États-Unis, vous nous avez plutôt présenté là, sous forme de c'est ça qualitatif de point de point. Est-ce que vous avez fait une comparaison de quelle offre était la plus rentable, bénéfice net prévisionnel États-Unis versus Canada? Mais c'est ça, nous, on avait établi que si on restait avec les États-Unis, le bénéfice net allait être entre 1 et 2 millions. Puis je pense que Thomas, c'était 3,5 millions en 2030. Après 5 ans, au début, c'était quand même plus. Il diminuait à un petit peu moins de 400 000. Mais c'est ça, après 5 ans, c'est sur le long terme de développer de la clientèle, justement, là, ça va quand même augmenter notre bénéfice net, justement. Si on a avec les États-Unis, mais là, on va avec le Canada. Ouais, c'est super. Tantôt, il y avait la présentation des ratios financiers. Je ne semble pas avoir vu celui de la rotation des stocks. Est-ce que vous avez une suggestion, une comparaison à faire, une analyse là-dessus? Parce que dans l'industrie, on parle de 4,5 fois le ratio de rotation. Est-ce que vous en avez, est-ce que vous l'avez analysé? Rapidement, là, mais tu vois, c'est toi qui avais reculé ça. Je veux pas Il n'y a pas vraiment d'analyse plus poussée qui ont été faites, donc on se situe à peu près donc, au niveau du stock rouge assez, mais on n'a pas d'analyse plus poussée donc, pour l'industrie. Vous avez fait une analyse complète des ratios, vous avez parlé justement d'augmenter le chiffre d'affaires, le volume, tout ça qui viendrait affecter les marges. Quand vous regardez sommairement l'entreprise, est-ce que c'est une entreprise qui est en santé actuellement pour vendre au fils de Maxime? C'est sûr que quand on regarde les marges nettes, là, c'est surtout que là, c'est à cause des tarifs américains, là, ça ne s'arrête pas. Là. Mais ça va dépendre justement du futur proche. Là, si Trump décide finalement de mettre d'autres tarifs, d'enlever ses tarifs, ça va vraiment dépendre de notre relation avec les États-Unis. Là. Puis je pense que justement la santé d'entreprise va dépendre de ces points-là. Dans la situation actuelle, la vente, c'est peut-être pas l'idée. Non, en ce moment, non. En ce moment, ce ne serait pas très idéal. Puis au-delà de la situation actuelle des États-Unis, est-ce que si par exemple il y a des tarifs qui sont abandonnés,
est-ce que vous poursuivez avec l'idée d'aller vers le Canada ou vous restez aux États-Unis? Ben moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller quand même explorer le Canada. Là. Tu sais, on a quand même une grande clientèle, puis tu sais, on sait les Canadiens, puis on a du sol local. Là. Tu sais, fait que je pense que ça serait une bonne idée personnellement. Je pense que mes coéquipiers aussi diraient la même chose. Ça vient dans les valeurs d'entreprise, en fait. Ça. Comme savoir un produit qui est écrit fait au Canada, ça donne un peu plus fier que d'avoir C'est ça aussi. un produit qui est écrit fait aux États-Unis. Félicitations. C'est autre chose.